Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée Corinne Simon, sous-préfète de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle « Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière » que j'ai le plaisir d'animer. Yann Derlin, de l'Institut régional d'administration de Lille, va nous présenter en quelques mots ce parcours qui en est à sa 3e édition. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de l'enregistrement de ce podcast. Podcast qui intervient dans le cadre d'un parcours de formation mis en place par l'IRA de Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture des Hauts-de-France à destination des femmes cadres de la fonction publique. Il en est d'ailleurs le point d'orgue. En quelques mots, l'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. L'interview d'une personnalité féminine inspirante vient incarner un parcours professionnel bien réel, mais aussi réussi. Je tiens à remercier Madame Corinne Simon, sous-préfète de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, d'avoir accepté de se prêter au jeu de cet enregistrement, mais également les stagiaires de la promotion et la coordinatrice du parcours, Isabelle Bonnet-Muret, d'avoir préparé cet entretien. Merci. Merci Yann Derlin. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast et nous allons commencer par présenter notre invitée. Alors mesdames, à vous de jouer. Bonjour, alors Héloïse Muscat, chef de bureau dans les services académiques du département du Nord. Anaïs Bonnier, inspectrice principale des finances publiques, responsable du centre de contact de Lille. Madame Simon, vous êtes née en juin 1976, en région parisienne, mais c'est sous le soleil et le crachin breton que vous avez grandi et forgé votre caractère. Aînée d'une fratrie de 4 enfants dont vous êtes l'unique fille, vous avez dû très tôt vous affirmer pour trouver votre place. Passionnée de sport depuis votre plus tendre enfance, vous devenez professeur d'EPS jusqu'à ce qu'une blessure au pied gauche vous conduise à une réorientation professionnelle. Challengeuse et aimant le risque, vous faites le pari, si vous perdez un défi, de vous inscrire dans un club d'aviron, surmontant ainsi votre handicap. Vous perdez. Vous voilà donc membre d'un club d'aviron du Lot-et-Garonne. C'est une révélation. Votre travail, votre persévérance et le goût du dépassement de soi vous conduisent aux Jeux paralympiques de Londres. Cette compétition a été le tournant de votre carrière. Dès lors, vous vous faites la promesse de ne plus vous fixer de limites et d'oser vos ambitions. Vous voulez servir la République. Qu'à cela ne tienne, à force de travail et grâce à votre résilience, vous intégrez la préfectorale en 2013, il y a 10 ans. Après avoir exercé vos missions, notamment dans le Puy-de-Dôme, la Marne et la Meuse, votre carrière vous conduit dans notre beau département. Vous êtes nommée en octobre 2020 sous-préfète de la circonscription d'Avesnes-sur-Helpe. Votre engagement est distingué par votre nomination dans l'Ordre national du mérite. Votre parcours atypique et combatif est une source d'inspiration pour chacune d'entre nous et pour les générations futures. Merci Madame la sous-préfète d'être présente pour répondre à nos questions. Alors, je vais poser la première question. D'abord, est-ce que ce portrait vous ressemble ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui avec vous. Merci pour votre invitation. Et oui, bien sûr que je me retrouve dans les propos que vous avez pu tenir, même s'il fait toujours beau en Bretagne. Mais oui, autrement, l'ensemble des informations étaient exactes. Merci. Alors, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Alors j'ai accepté votre invitation et d'abord je vous en remercie vraiment pour les mêmes raisons que j'ai accepté l'invitation de Madame Paranut lorsque j'ai accueilli la promotion des IRA. C'était en mois de mars de cette année. C'était dans mon arrondissement au Val-Joli. C'est tout simplement pour avoir la possibilité de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer avec vous, de pouvoir écouter et voir des parcours divers, variés. Nous sommes toutes issues de ministères différents, avec des fonctions différentes, avec des parcours de vie différents. Et malgré tout, voilà, on a toutes des objectifs, on a toute une envie d'avancer. Je pense que c'est ce qui nous unit. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois partager, non pas du tout pour expliquer ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de voie royale, mais plutôt pour pouvoir s'enrichir mutuellement. Et je trouve ça toujours intéressant d'avoir un moment d'échange, puis c'est un moment où on peut se poser. Je crois qu'on est toutes prises aussi par ce que nous faisons,
les unes et les autres par nos missions, et on a rarement le temps de prendre du temps pour se poser des questions comme on va se poser peut-être aujourd'hui. Et ça, c'est aussi des moments importants. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète. Bonjour, Magali Beaumont, responsable de pôle en services ressources humaines au secrétariat général commun départemental du Pas-de-Calais. Pour commencer, Madame la sous-préfète, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre parcours professionnel. Tout d'abord, simplement, quelles sont les missions d'une sous-préfète ? Alors, j'ai pour habitude, lorsque je reçois des nouveaux agents qui intègrent la sous-préfecture, de leur dire, c'est pas compliqué. Pour savoir ce qui se passe dans une sous-préfecture, vous ouvrez une chaîne d'information, vous regardez la télévision, et tout ce que vous pouvez voir aux informations, c'est ce que l'on traite en sous-préfecture. C'est-à-dire qu'on est au carrefour de toutes les politiques publiques. On va travailler aussi bien sur l'emploi, sur l'économie, sur l'agriculture, sur le logement, sur les étrangers. Mais on va travailler sur la réglementation, sur les collectivités. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir permettre au territoire de se développer et d'accompagner très concrètement auprès des élus, auprès des chefs d'entreprise, tout ce qui est décidé en fait au niveau national. Donc on est sur l'application et la mise en œuvre des différentes lois et des différentes circulaires sur un territoire pour faire en sorte que ce territoire vive un tout petit peu mieux que s'il n'y avait aucune impulsion et aucune politique. Et actuellement, est-ce qu'il y a un projet qui vous mobilise plus particulièrement sur votre territoire? Est-ce qu'il y a une thématique plus particulière? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le Nord et un peu l'Avesnois, nous avons un contrat particulier qui s'appelle le Pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, le Pacte SAT, qui est un contrat qui a été signé entre les collectivités, l'État, le département et la région, en présence du président de la République, qui est venu une première fois en 2018 pour signer le Pacte 1, et qui est revenu en novembre 2021 pour signer le Pacte 2. Et c'est véritablement un contrat qui est primordial et essentiel pour le développement et l'attractivité de notre territoire, puisque grâce à ce contrat, nous avons des possibilités financières pour aider à la mise en œuvre des différents projets qui sont portés par des associations, qui sont portés par des chefs d'entreprise, qui sont portés par des élus, où l'objectif, c'est véritablement non pas de résoudre, parce qu'on ne résoudra jamais en totalité l'ensemble des problèmes qu'il y a sur l'Avesnois, mais en tout cas de rendre la vie un peu plus douce aux habitants. Donc oui, c'est le projet phare qui n'est pas porté que sur ou centré sur une seule politique, mais on embrasse bien l'ensemble des politiques publiques. Donc c'est un projet qui est vraiment complet. Quelle qualité faut-il pour occuper votre poste? Y a-t-il des compétences particulières à déployer? Alors, il faut avoir des compétences comme dans tous les métiers. Je crois qu'il faut être, pour moi, la principale compétence, c'est d'avoir la volonté de faire avancer un territoire. Faut pas avoir peur de travailler. Il faut être capable de travailler en équipe. Et puis, je vais pas vous dire que c'est un don de soi, mais il faut vivre le territoire et vivre pour le territoire. Et donc, il faut comprendre le territoire. Il faut pas arriver avec des choses toutes faites. Il faut pas arriver avec des on-dit. Il faut pas arriver en étant persuadé de la façon dont ça se passe. Il faut avoir l'humilité de comprendre là où on est, parce qu'il y avait une histoire avant que vous arriviez. Il y en aura une autre d'ailleurs quand vous serez partis. Nous, on n'est que de passage. Et donc l'idée, c'est que justement, vous soyez en capacité de pouvoir très rapidement comprendre le territoire, comprendre les problématiques, comprendre les atouts, les richesses, mais aussi les problématiques, les difficultés, pour pouvoir mettre en œuvre des projets et justement faire avancer le territoire. Donc il faut anticiper, il faut aller vite, il faut travailler en équipe, et puis faut travailler. À quoi ressemble une journée de sous-préfète? Est-ce qu'il y a une journée type? La journée commence tôt, elle se finit tard. Ça, c'est la journée type. Après, ce qui est intéressant, c'est que en règle générale, on ne fait pas ce qu'on avait forcément prévu. Alors c'est encore plus vrai puisque vous avez différents types de sous-préfets. Vous avez le sous-préfet d'arrondissement, c'est peut-être la mission où on arrive à anticiper le plus de choses, avec un agenda qui change malgré tout toutes les semaines, mais qui peut être fixe sur une journée entière. Mais vous avez par exemple le sous-préfet qui va être directeur de cabinet du préfet, où là il vit avec l'actualité et il ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée.
Donc c'est un métier qui est vraiment riche et qui est passionnant. En tout cas, quand on aime l'imprévu, c'est sûr que quand on aime des choses qui sont bordées, qui sont calées, qui sont toujours les mêmes, si on aime savoir ce qui va se passer dans 15 jours, dans un mois, c'est peut-être pas un métier qu'il faut faire. Par contre, si vous êtes en capacité de vous dire peu importe le problème qui va se présenter ou peu importe la situation qui va arriver, eh bien, avec mes équipes, avec l'ensemble des personnes qui m'entourent, eh bien, on arrivera à tout simplement répondre à la situation. Donc, c'est faire preuve, encore une fois, de disponibilité et d'adaptabilité en permanence. Donc, voilà, on fait beaucoup de réunions, mais on va aussi beaucoup sur le terrain. Et un sous-préfet d'arrondissement, moi, je suis dans mon bureau le matin, de bonne heure, le soir, tard. Mais le reste de la journée, il faut être sur le territoire. Parce que pour comprendre le territoire, il faut vivre auprès des gens. Il faut aller rencontrer les chefs d'entreprise. Il faut aller rencontrer les associations. Il faut vivre avec les élus. Il faut aller dans les collectivités. Quand vous avez un projet qui est déposé, si vous le regardez uniquement dans votre dossier, dans votre bureau, un dossier, c'est un dossier. Il n'y a rien de pire qui ressemble à un dossier. Par contre, quand vous allez sur le terrain et que vous essayez de comprendre ce qui s'est passé et que vous discutez avec les élus, avec les personnes qui sont à l'origine de ce dossier, alors vous arrivez à comprendre les enjeux et il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de sens, qui prennent beaucoup de sens à ce moment-là et c'est ça qui est intéressant parce que vous avez une capacité dans ces cas-là de pouvoir agir. Dans cette journée qui commence donc très tôt, est-ce que vous avez une routine matinale en fait avant de débuter la journée ? Alors, la première chose que je fais quand je me réveille, je mets les lunettes et je lis sur mon téléphone le journal officiel. Enfin, je regarde les nominations qu'il y a sur le journal officiel. C'est un tic que j'ai depuis que j'ai pris mon poste. Ça permet aussi de voir ce qui se passe dans le corps préfectoral, de voir aussi où sont les personnes que vous avez connues. Parce qu'au fil du temps, on connaît aussi beaucoup de monde. Donc c'est la première chose effectivement que je fais, c'est de regarder les nominations. Je regarde après tout ce qui s'est passé en termes d'ordre public sur mon territoire, donc les rapports de gendarmerie et de police. Et puis ensuite, c'est le petit déjeuner et puis la petite promenade avec le chien, parce qu'il fait partie de la vie aussi. Et il faut s'en occuper et on commence toutes les journées comme ça. Comment avez-vous accédé aux fonctions de sous-préfète ? Alors, moi j'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait Polytechnique ou Cagnes, Hippocagne. J'ai une première partie de carrière à l'Éducation nationale où j'étais d'abord prof de PS parce que c'était ma passion, c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite. J'étais dans l'obligation, ça a été évoqué tout à l'heure, de changer de carrière, donc suite à une blessure qui a eu des conséquences irrémédiables et qui m'empêchait donc d'être prof de PS. J'ai donc été conseillère pédagogique d'abord départementale, puis j'ai passé le concours d'inspectrice de l'Éducation nationale. Et là, j'ai rencontré le sous-préfet. Donc j'étais inspectrice notamment dans le Lot-et-Garonne et j'ai rencontré le sous-préfet de l'époque. Je ne connaissais absolument pas ce qu'était un sous-préfet. On a créé des liens de sympathie et puis on a commencé à discuter l'un et l'autre de nos carrières, de nos missions et c'est en l'écoutant que je me suis dit mais oui, c'est ça que je veux faire parce que à l'Éducation nationale, donc j'étais inspectrice, donc c'est un peu comme un arrondissement, vous avez une circonscription, vous avez, je devais avoir 300 enseignants, donc beaucoup d'écoles à faire fonctionner, mais quelque part, je n'avais qu'une politique publique qui était l'éducation. Et on s'aperçoit que si on veut régler les problèmes à l'Éducation nationale, ou en tout cas si on veut aider, notamment les élèves à progresser, c'est pas uniquement au sein de l'Éducation nationale qu'on y arrivera. Et c'est un ministère qui, c'est absolument pas une critique, c'est parce que je dois beaucoup à l'Éducation nationale, mais qui est pas le plus ouvert de tous les ministères. Et je m'apercevais que pour essayer de résoudre des problèmes et mettre les gens autour d'une table, c'était pas évident quand on était uniquement spécialisé dans une politique publique. C'est-à-dire que moi, j'avais pas la légitimité pour mettre autour d'une table
la police, la gendarmerie, les services de la cohésion sociale, parce que tout simplement je n'avais pas de lien hiérarchique, ou j'avais pas l'autorité pour pouvoir le faire, en tout cas les missions pour pouvoir le faire. Et lorsque j'ai discuté avec ce sous-préfet, et qui m'expliquait un petit peu tous les sujets qu'il pouvait rencontrer, oui, j'ai vraiment trouvé ma vocation, et j'ai longuement hésité, j'avais même refusé de le faire parce que justement j'avais pas fait l'ENA, et parce que je me mettais cette barrière en disant t'as pas fait l'ENA, donc tu n'y auras pas accès. Et en fait j'ai découvert qu'on pouvait rentrer dans le corps préfectoral par une autre voie, qui est la voie du détachement. Et c'est comme ça donc je suis rentrée, et c'est vraiment, ça on pourra le voir après, grâce au sport et grâce à ce qui s'est passé en 2012 que j'ai osé franchir le pas de la voie du détachement. Donc je suis rentrée pour répondre à votre question, ma réponse était un peu longue, mais pour répondre rapidement à votre question, je suis rentrée par la voie du détachement. Émilie Renoir, donc déléguée du préfet à la politique de la ville sur le territoire de Lens-Liévin. Donc je vais poursuivre les questions relatives à votre parcours professionnel, si vous le permettez. Pourquoi avez-vous choisi le service public ? Je pense que très honnêtement, le début de ma carrière, c'était pas un choix de choisir le service public. Voilà. C'était, j'ai toujours été passionnée par le sport, et j'ai grandi par le sport, à travers le sport et avec le sport. Et donc, dès mon plus jeune âge, je me suis pas posé de questions. C'était, je veux être prof de sport. Voilà. Et je me souviens qu'en 6e, quand vous rentrez en 6e, vous avez votre professeur principal qui vous dit, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il y a beaucoup de garçons qui vont vous dire, moi je vais être pompier, je vais être policier. Les filles disent généralement je vais être maîtresse d'école. Moi c'était je veux être prof de sport, et je n'ai jamais changé d'attitude et de position, et donc j'ai choisi ce métier-là non pas pour le service public, mais dans un premier temps parce que c'était la matière qui m'intéressait, qui me passionnait, parce que je me suis construite, j'ai grandi à travers le sport, et donc c'était tout naturellement que je suis devenue prof de PS. C'est après, lorsque j'étais dans l'obligation à un moment donné, confrontée à la réalité, quand j'ai dû m'arrêter parce que je ne pouvais plus être prof de PS suite à l'accident que j'ai eu. Là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui m'intéresse, en fait? Donc, même si le sport continuait, alors que je pouvais quasiment plus en faire, mais ça m'intéressait, c'est là où j'ai commencé à dire, mais en fait, je veux être dans la transmission, dans aider notamment les jeunes, parce que je suis persuadée que c'est notamment par le sport que l'on peut arriver à faire bouger beaucoup de choses et à permettre d'acquérir de la confiance en soi, notamment chez les jeunes, ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, voilà, il faut que je me réoriente en ayant en tête le fait de pouvoir mettre en œuvre une politique publique, celle que j'ai connue, que j'ai apprise, que j'ai appris à apprécier et que j'ai appris à transmettre. Et c'est un peu comme ça que voilà, le service public est rentré dans ma vie, mais ça n'a pas été en me levant un matin dès mon plus jeune âge en disant, mon Dieu, je vais être dans le service public. Et de ce fait-là, des options de fonctions dans le secteur privé ne vous ont jamais attiré? C'est pas que ça m'a jamais attiré, c'est que au départ, en tout cas, ça n'a absolument pas été évoqué parce que encore une fois, je me suis jamais posé de questions en fait. Si je devais me poser des questions, ce serait plus maintenant, arrivé à la cinquantaine proche, en tout cas dans peu de temps, où je commence effectivement peut-être à me poser des questions existentielles sur ce que je veux vraiment faire et sur ce que j'attends vraiment de la vie. Mais j'ai pas fait de crise d'adolescent, j'ai pas fait parce que j'étais bien dans ce que je faisais. J'ai trouvé de suite ma raison d'être, ma façon d'être, et donc je me suis jamais posé de questions. De ce fait-là, je comprends que vous avez finalement pas suivi un plan de carrière qui était très défini, mais plutôt saisi des opportunités. Est-ce que je me trompe ?
Alors, mon plan de carrière au tout départ était bien tracé, c'est-à-dire que je voulais être prof de PS, après passer l'agrégation, et d'ailleurs j'ai eu mon CAPEPS au bout de la 5e année, très vite. 1 an après, je passais l'agrég. Et après, c'était pour dire, je veux ensuite être IAIPR, donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, pour être inspectrice générale. Mais ça, c'était dès ma rentrée en STAPS, c'est-à-dire c'est l'université qui prépare à la fonction de prof de PS. Ma route était tracée. Donc là encore, il n'y avait pas de question en fait à se poser. Et ce n'est que, encore une fois, parce qu'il y a eu cet incident de parcours qu'il a fallu réagir en se disant maintenant on fait quoi ? Parce que la vie va être différente, elle sera plus comme avant, avec toutes les difficultés qui vont avec l'acceptabilité aussi ou la non-acceptabilité d'ailleurs. Donc le fait de dire je veux dans un premier temps être conseillère pédagogique départementale en EPS, c'était pour rester dans l'EPS. Voilà. Et puis après, il y a eu ce sursaut de dire mais j'ai toujours voulu être inspectrice, donc je serai plus inspectrice en EPS, mais je vais être inspectrice dans le premier degré. Et c'est là où j'ai basculé dans le premier degré, puisque moi j'étais prof dans le second degré. Donc quand vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, vous allez inspecter l'ensemble des enseignants, mais dans l'ensemble des matières. Donc vous n'êtes plus uniquement en EPS, vous allez les voir en français, en maths, en calcul, en écriture, en lecture, toutes les matières que vous pouvez avoir. Et là, la voie semblait repartir en disant je suis IVN, et puis je vais être après IA, inspecteur d'académie, pour finalement arriver à mes fins, ce que je voulais au départ, c'est-à-dire être inspectrice générale. Et puis ma carrière semblait repartir sans se poser d'autres questions. Et puis il y a eu cet épisode où j'ai malgré tout, j'avais toujours le sport derrière, et c'est ça qui m'a poussée, et c'est parti d'un pari que j'ai perdu, et comme j'ai horreur de perdre, je me suis inscrite à ce fameux club d'aviron qui était juste en bas de chez moi, et en fait je me suis lancée très très vite là-dedans parce que à l'époque je n'acceptais pas ce qui s'était passé. J'acceptais pas le handicap, puisque j'ai un handicap aujourd'hui, j'ai une paralysie totale d'un pied. Et en fait, dans le bateau, c'était le seul endroit où en fait j'étais comme tout le monde. Voilà. Donc il y avait plus ce poids du corps, il y avait plus ce handicap, c'était plus visible, même si ça me demandait une adaptation dans le bateau. Et là, je me suis dit, mais c'est là où je veux être. Et donc, je suis passée d'un entraînement par semaine à 2, à tous les jours. Et puis, au bout d'un moment, c'est le goût de la compétition qui reprend, et j'ai très vite percé. Et puis, tellement percé qu'à un moment donné, championne départementale, régionale, puis championne de France. Puis à un moment donné, on se dit, et pourquoi pas l'équipe de France, et puis après vous y rentrez, puis après vous dites et pourquoi pas une Coupe du Monde, et puis après pourquoi pas les championnats du monde, et les Jeux. Et donc évidemment ça c'était pas prévu, parce que c'est arrivé très très vite, où j'ai eu la chance d'avoir pendant 1 an une mise à disposition par l'éducation nationale pour pouvoir m'entraîner, donc l'année des Jeux. Et puis les Jeux s'arrêtent, et là je me fais une promesse lors de la cérémonie de clôture, c'est que c'est ça qui a fait que j'ai accepté le handicap que j'avais. C'est ça qui m'a fait dire que à partir de la cérémonie de clôture, ma vie serait vraiment différente. Ça sera plus la même. Je vais accepter ce qui s'est passé. La vie sera pas mieux ni moins bien. Elle sera juste autrement. Et à partir du moment où je suis passée dans cette acceptation-là, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, le corps préfectoral t'intéressait, souviens-toi, quand t'étais inspectrice, machin. Je peux plus revenir et avoir la même vie qu'avant, parce que quand vous avez vécu les Jeux, c'est une vie qui est tellement et c'est un moment dans votre vie qui est tellement extraordinaire que c'était pas possible pour moi de revenir inspectrice et de reprendre une vie normale, parce qu'elle avait été complètement anormale pendant plus de 2 ans. Et c'est là où je me suis dit, tu t'es fait une promesse, c'est de plus jamais te mettre de frein. Alors oui, j'ai pas fait l'ENA, oui, j'ai pas fait les grandes écoles. C'est pas grave, et on va tenter. Et là, pendant 2 mois, j'ai acheté les bouquins de l'ENA. J'ai potassé nuit et jour, parce que j'étais encore inspectrice à l'époque. Et puis je me suis présentée, donc j'ai envoyé un CV, je me suis présentée à l'oral, et voilà, il y a eu des entretiens. Et puis on m'a appelé un 31 octobre pour me dire, écoutez, si vous êtes toujours intéressé, permet d'avoir un poste à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Et puis c'était reparti. Et donc de ce fait, nouveau changement qui n'était pas forcément prévu 2 mois avant les Jeux.
Et puis ça fait 10 ans que ça dure et voilà, j'ai enchaîné. Donc là, c'est mon 5e poste. Donc voilà, pour répondre à votre question, non, ça n'a pas été linéaire. Il y a eu des choix qui ont été imposés par certaines situations, et puis des occasions qui ont fait que ma carrière a pris différentes tournures. Peut-être que si je m'étais jamais blessée, j'aurais jamais fait les Jeux, je serais peut-être pas inspectrice, j'aurais peut-être pas été inspectrice, je serais peut-être pas sous-préfète aujourd'hui et je serais certainement pas devant vous. Donc voilà, c'est le hasard de la vie qui a fait que la carrière est partie dans différents horizons. Et de ce fait-là, alors vous avez déroulé plusieurs petits fils, mais est-ce que vous pourriez dire qu'il y a un fil conducteur dans votre parcours? Et quel serait-il? S'il y a un fil conducteur, c'est que j'ai jamais lâché en fait. Voilà, même quand ça a été difficile, j'ai jamais baissé les bras et j'ai toujours essayé de rebondir, même si ça n'a pas été facile. Hein. Je dis pas que ça a été facile tous les matins en me levant, loin de là, mais d'ailleurs. Mais c'est l'envie de se dire, tu lâcheras pas et peu importe ce qui arrivera, il faut s'en sortir et il faut continuer. Et c'est ça, ouais, qui m'a guidée et dans ma vie professionnelle, parce que mine de rien, je passe de prof du second degré à IEN dans le premier degré, ça n'a rien à voir. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'éducation nationale, c'est 2 mondes totalement différents. Et puis la préfectorale, alors ça n'a absolument rien à voir avec. Mais voilà, l'idée c'est véritablement de pouvoir maintenant avoir le contrôle de ma vie et de faire ce que je veux faire et non pas qu'on m'emmène là où on aimerait bien m'emmener ou alors où j'aurais pu aller tout simplement parce que la vie a fait que. Moi, je vais vous poser quelques questions concernant votre enfance, mais avant ça, j'ai juste une question. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que finalement votre accident a été une opportunité ou une chance? Enfin, je sais pas, le mot est peut-être maladroit, mais que finalement, grâce à cet accident de parcours, vous avez une vie que vous auriez jamais envisagé d'avoir. Oui, complètement. Mais je vous réponds oui maintenant et aujourd'hui. Il y a quelque temps, d'abord, j'en aurais jamais parlé. Je ne vous aurais jamais laissé me poser la question parce que j'aurais jamais ouvert la porte. Parce que pour moi, dans un premier temps, ça a été le déni parce que ça veut dire que du jour au lendemain, vous marchez plus comme tout le monde, vous courez plus, vous faites plus ce que vous faites plus votre métier, vous faites plus vos loisirs, votre passion. Enfin, tout ce qui faisait que vous étiez vous, c'est plus vous. Donc fatalement, si c'est plus vous, ça marche plus. Donc ça a été très compliqué tellement qu'à un point c'était je veux plus de cette vie-là. Et avec une perte totale de confiance, avec le fait de dire que finalement je servais à rien. Et c'est vraiment l'entrée en équipe de France et les Jeux qui ont fait que. Et je pense que si j'avais pas eu cet accident, alors que tout allait bien pour moi avant, c'est-à-dire que la voie était toute tracée, je réussissais brillamment, le sport ça allait super bien. Je pense que j'aurais même pu être une personne intransigeante et beaucoup plus éloignée des autres. Avec ce que j'ai vécu, qui a été très compliqué, alors je me suis d'abord beaucoup isolée, mais parce qu'il y a eu cette acceptation, même si c'est encore difficile et même si encore il y a des moments, c'est des moments où vous avez un peu le moral en dedans, vous revenez sur des périodes qui n'étaient pas forcément très faciles. J'ai appris beaucoup de moi, mais j'ai appris aussi beaucoup des autres. J'ai appris à ne pas juger. J'ai appris que tout pouvait aller bien un jour et vraiment mal le lendemain. Ce qui m'a permis d'avoir certainement une bienveillance que je n'aurais pas eue, je pense, si tout avait été bien, parce que j'aurais plutôt été dans l'intolérance, ne comprenant pas pourquoi certains s'arrêtaient, ou certains baissaient les bras, ou certains... Enfin, vous voyez, je sais pas si c'est très audible. Donc, quelque part, alors, je vous dis pas que je revivrai la situation. Je la revivrai pas. Mais finalement, oui, ça a été une chance. Ça a été une chance parce que ma vie aurait été différente, je sais pas, je serais peut-être inspectrice générale aujourd'hui, j'en sais rien. Mais j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu et très sincèrement, je pense que j'aurais pu être une personne assez hautaine, ouais.
Et ça, j'aurais pas aimé. Quelle petite fille et quelle adolescente avez-vous été ? Alors moi, j'ai 3 frères, je suis l'aînée. Quelle petite fille j'étais. Je jouais plus souvent au foot qu'à la poupée avec 3 frères, forcément. J'ai tout de suite été dans le sport et dans la compétition. Je suis rentrée depuis l'âge de 4 ans, je voulais rentrer dans les clubs de sport. On rentre qu'à 6 ans. Et je crois que le plus beau cadeau d'anniversaire, c'est quand mes parents m'ont dit, ça y est, t'as 6 ans, on va pouvoir t'inscrire dans un club. Et c'était, pour moi, c'était toujours la compétition, c'était gagner. Voilà. Mais je jouais à n'importe quoi, il fallait gagner. Je peux pas vous expliquer pourquoi, alors que il y a pas de grands sportifs dans ma famille, même si, mon père aimait bien faire du sport, mais ma mère pas du tout, mais mes frangins sont pas des sportifs du tout, mais c'était très très tôt le goût de la compétition, aussi parce que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup poussé à l'école, où il fallait toujours être première, et puis quand j'étais deuxième, c'était pas bien parce que j'étais pas première, et quand j'étais première avec une moyenne inférieure à celle que j'avais eue avant la fois dernière, c'était toujours pas bien. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à toujours vouloir aller de l'avant, donc un peu casse-cou, un peu peut-être garçon manqué, j'en sais rien, mais en tout cas la joie de vivre, et puis encore une fois totalement épanouie, parce que quand je disais que j'ai pas fait de crise d'adolescence, c'est vrai. Si on avait une affaire, ce serait plus maintenant. Et justement, quel rôle a joué votre éducation, justement, l'éducation que vos parents ont pu vous donner, et puis effectivement le fait d'être dans une fratrie de 4, dans la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Alors, mes parents nous ont toujours appris à aller toujours le plus loin, à toujours ne pas se satisfaire du minimum, mais en même temps à mériter ce que l'on a fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur l'ENA. C'est t'as pas fait l'ENA, donc tu te présentes pas dans la préfectorale. Voilà, si t'avais voulu te présenter dans la préfectorale, t'aurais fait l'ENA. Voilà, c'était un petit peu comme ça, mais avec vraiment des valeurs de respect, des valeurs de travail. Si tu veux y arriver, il faut travailler. Voilà, c'était vraiment ce qui nous a poussés. Alors je dois dire, c'est pas du tout une critique vis-à-vis de mes parents, mais j'ai peut-être été plus poussée que mes 3 frères. Alors aussi parce que je pense que j'étais l'aînée, et voilà, quand on est l'aîné, on essuie les plâtres. Le petit dernier est pas du tout comme ça. Et quelles sont les personnes qui vous ont inspiré dans votre jeunesse ou dans votre parcours professionnel? J'ai jamais essayé de faire comme. J'étais plutôt indépendante, mais je voulais faire comme les sportifs que je voyais à la télé, c'est-à-dire qu'un jour je disais moi j'y serais aussi, et moi aussi j'aurais du bleu blanc rouge. Alors il y a personne évidemment qui me croyait. On me disait écoute, travaille avant et puis après on verra. Mais je suis pas sûre qu'il y ait vraiment quelqu'un qui m'ait inspiré, si ce n'est la valeur des sportifs et le goût de l'effort, parce que je savais que pour y arriver il fallait vraiment travailler, et j'étais admirative de ça par contre. Et alors justement, quels sont les sports que vous avez pratiqués? Parce qu'en fait, on a parlé de l'aviron évidemment, mais pas des sports qui vous ont amené à être professeur d'EPS. Si vous les pratiquez peut-être encore aujourd'hui ou sous une forme différente. Alors, j'ai pratiqué beaucoup de sports, j'étais très polyvalente, je voulais un petit peu goûter à tout. Je suis passée par le premier sport que j'ai fait, c'est du patin à roulettes. Mais j'ai fait du tennis, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la natation, j'ai fait des sports co. Je fais de l'athlé, je fais du ping-pong. Enfin, j'ai vraiment touché à tout. Après, dans les STAPS, fatalement, vous touchez à tous les sports. J'ai même fait du foot et du rugby, du trampoline. Enfin, on a fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et quand vous commencez à développer des habiletés motrices dans certains sports, finalement, vous arrivez très vite à les réutiliser dans d'autres sports. Et voilà, donc peu importe le sport que je faisais, j'arrivais toujours à vite m'en sortir. Donc oui, j'ai touché vraiment à tout. C'est vraiment l'aviron qui m'a permis d'aller le plus loin dans les compétitions. J'ai fait plusieurs championnats de France dans d'autres sports, mais jamais au point de rentrer en équipe de France. Après, voilà, l'aviron, c'est un sport qui est dur aussi, et généralement... Voilà, c'est un sport que l'on peut faire quand on est un peu plus âgé aussi, parce que ça demande des
des qualités musculaires qu'on n'a pas forcément quand on est très très jeune. Et en tout cas, c'est là-dedans que je me suis épanouie. Et aujourd'hui, alors depuis les Jeux, j'ai totalement arrêté le sport parce que mon travail ne me le permet pas. En se levant très tôt le matin, en finissant mais très tard. J'ai jamais voulu reprendre l'aviron parce que ça a été compliqué pour moi de dire j'arrête. Parce que la question s'est posée après Londres de dire est-ce que je continue une Olympiade de plus, hein, c'était Rio en 2016. Surtout que moi j'étais dans un 4 barré, donc j'avais les trois de mes coéquipiers, puisque c'était un 4 barré mixte, donc deux hommes, 2 femmes, et une barreuse, et j'avais 3 de mes coéquipiers qui eux continuaient, enfin tentaient l'aventure en tout cas pour Rio. Et donc ça a été compliqué de dire je m'arrête, et en même temps quand je suis entrée dans le corps préfectoral, on m'a dit de toute façon c'est clair, vous pourrez pas avoir de mise à disposition comme à l'éducation nationale, donc c'est soit vous allez à fond dans le corps préfectoral, soit vous allez à fond dans votre carrière sportive, mais vous pourrez pas faire les deux. Donc j'ai complètement arrêté. J'ai préféré arrêter. Et puis les autres sports aujourd'hui, je suis extrêmement limitée par. Je peux pas courir, je peux pas sauter, je peux pas. Donc c'est plutôt les sports sur l'eau. Donc dès que je peux, par contre, oui, je fais du kayak, notamment du kayak de mer, habitant la Bretagne. Voilà. Marie Martel, donc directrice au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Nous allons revenir donc sur votre parcours professionnel en tant que sous-préfète, et nous aurions aimé savoir si au cours de votre carrière depuis maintenant 10 ans, vous avez rencontré des freins, des obstacles dans votre carrière de sous-préfète en tant que femme. J'ai pas rencontré de freins, non. J'ai commencé à Ambert dans le Puy-de-Dôme, j'étais la première sous-préfète. Il n'y avait pas eu de femme avant sous-préfète. Ce qui a été plutôt une opportunité, ça m'a plutôt servi. Parce que, alors, au départ, toujours un petit peu impressionné, enfin, les élus se disent, tiens, c'est un métier d'homme, corps préfectoral, souvent, c'est, voilà, et il y a encore beaucoup d'hommes, même si ça se féminise de plus en plus, mais ça restait quand même, encore il y a 10 ans, 15 ans, beaucoup un métier d'homme. Donc, petite curiosité de la part des élus, mais très vite après, le fait d'être un homme ou d'être une femme, c'est pas ça qui est le plus important pour eux, c'est l'implication que vous avez sur le terrain. Donc, vous dire que j'ai eu des freins, non. Des obstacles non plus, j'ai appris. Je ne connaissais rien, de toute façon, quand j'ai commencé, mais rien de chez rien. Donc, il a fallu apprendre très vite. Très vite des choses que je ne connaissais pas du tout, mais c'est pas un obstacle, c'est le fait de dire qu'au début, oui, dans les dossiers, vous avez besoin d'avis, vous avez besoin d'aller voir dans les textes, vous avez besoin d'être conseillé, mais ça c'est pas un obstacle. J'avais peut-être moins la réponse directe aux questions que je peux avoir aujourd'hui, même si encore aujourd'hui je maîtrise pas tout et loin de là. Mais tout ça s'apprend. Mais en tout cas, j'ai pas eu de frein particulier, j'ai pas eu de collègues désagréables. Des remarques parfois, peut-être de certaines personnes vous faisant comprendre que vous n'avez pas fait l'ENA. Sauf que c'est un métier, le ministère de l'Intérieur, il faut savoir que 60% des sous-préfets viennent du détachement. Donc en fait, la voie royale, peut-être avant, c'était l'ENA, et puis après, vous étiez sous-préfet. Maintenant, le ministère de l'Intérieur s'ouvre vraiment, et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que vous arrivez avec des équipes préfectorales qui sont vraiment diverses et variées, avec des parcours très différents. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient de la justice, quelqu'un qui avant était à l'éducation nationale, mais quelqu'un qui était militaire. Et finalement, c'est ça qui apporte la richesse aussi au corps, c'est que quand on arrive à créer une équipe vraiment préfectorale dans un département et que chacun apporte sa spécificité, finalement, on a quasiment la réponse à toutes les questions tous les problèmes en tout cas qui se posent à vous. Et je trouve ça beaucoup plus enrichissant que d'avoir une voie royale que je ne critique pas, qui est la voie de l'ENA, qui s'appelle même plus l'ENA maintenant, qui est l'INSP, mais où vous avez un moule dans lequel ont été formés des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes avec une même façon de penser, une même façon de... c'est une voie qui est tout à fait louable, qui est très bien, mais je pense que le fait de s'ouvrir
à d'autres voies, à d'autres parcours, ça ne peut qu'enrichir le métier. Et à votre avis, sur le terrain, au jour le jour, est-il plus facile d'être une sous-préfète plutôt qu'un sous-préfet au quotidien sur le terrain, dans la rencontre avec tous les intervenants extérieurs, hors corps préfectoral, bien sûr? À vrai dire, je me pose pas la question. Parce que ce qui importe maintenant, encore une fois, c'est ce que vous donnez au territoire et ce que vous êtes en capacité d'apporter. Si vous arrivez à régler un problème d'un élu, si vous arrivez à lui faire avancer un dossier ou son dossier, que vous soyez un homme ou une femme, lui, ce qu'il veut, c'est que son dossier avance. Et je dirais que parfois, le fait d'être une femme permet de couper parfois cette guerre qui peut y avoir. Vous savez, cette guerre un peu masculine, on joue un peu les coqs, à savoir... vous arrivez à apprendre des choses de manière différente. C'est-à-dire avoir peut-être une approche différente, où il n'y a peut-être pas la volonté de rentrer directement en confrontation en disant, en gros... oui, c'est quand je prends cette image de combat de coq, c'est un peu ça. C'est vous allez être, alors je vais pas vous dire plus subtil parce que ça serait très très désagréable envers les collègues hommes, mais vous allez prendre les choses d'une manière différente qui fait que finalement vous pouvez désamorcer beaucoup plus vite des problèmes et casser des représentations et peut-être avoir finalement au niveau relationnel une approche beaucoup plus facilitée. En tout cas, moi, ça m'a jamais posé de problème et je me suis jamais dit, et si t'avais été un homme, comme, je peux pas vous dire. Si j'avais été un homme, de toute façon, je serais jamais, puis j'ai pas envie. Mais non, je me suis jamais posé cette question. Et j'ai pas l'impression que, en face, on va moins me faire confiance parce que je suis une femme. Par contre, on va regarder votre parcours. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, généralement, votre arrivée, elle est annoncée quelques jours avant dans la presse. Alors là, évidemment, tout le monde va sur Google. Pas Facebooké, parce que moi, j'ai pas de Facebook. Je sais même pas comment ça marche et je veux surtout pas savoir. Mais voilà, on va regarder un petit peu ce que vous avez fait. Et évidemment, plus vous cumulez d'expérience et plus les élus sont rassurés quand ils vous voient. Au départ, quand je suis arrivée, quand on disait « t'es prof de PS, c'est... » très éloigné quand même du milieu dans lequel je suis aujourd'hui et ils ont raison de se poser des questions, mais finalement on va faire du sport avec elle, on va et puis voilà, puis je crois qu'après c'est le travail qui fait que vous les rassurez et il y a plus de différence. Et puis on n'est plus sur les métiers de représentation, enfin il y a 20 ans, il y a 30 ans le sous-préfet était plus là pour on recevait beaucoup, on allait beaucoup à l'extérieur. Ce qu'on attend maintenant du corps préfectoral, c'est vraiment de résoudre des problèmes et d'être, pardonnez-moi, mais les deux mains dedans pour essayer de tirer les dossiers. Julie Dupage, responsable des ressources humaines au service administratif régional de la Cour d'appel de Douai. Nous allons maintenant aborder les thèmes de la confiance et de l'ambition. Quelle est votre définition de la confiance en soi ? La confiance en soi, c'est d'oser faire ce que vous voulez faire. Et pour ça, je pense qu'il faut déjà se sentir bien avec soi-même. Il faut être bien dans sa tête et dans son corps pour avoir confiance en soi. Mais il faut pas être, me semble-t-il, peut-être que, et vous avez le droit de pas du tout partager ce que je vais dire, mais quand par exemple dans ma vie personnelle ou familiale ça va pas, mauvaise nouvelle ou j'ai beau maîtriser le sujet que je vais apporter, je vais pas avoir confiance. Je vais pas le sentir, je vais pas être aussi disponible et donc les réponses que je vais apporter vont pas mettre l'autre non plus en confiance. Je pense que pour avoir vraiment confiance en soi, il faut être bien physiquement, il faut être bien dans sa tête, il faut être disponible parce qu'une fois que vous avez tout ça et que vous vous dites je vois pas ce qui peut m'arrêter. À partir du moment où j'ai envie, quoi qu'il arrive, je baisserai pas les bras, je serai pas toute seule, et je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Et pour moi, la confiance, c'est ça. C'est être en capacité de dire, voilà, je veux aller là, je sais que ça va être compliqué,
Je sais que je peux compter, c'est faire un petit peu un état des lieux sur ce que je suis en capacité de donner, sur ce que peut-être les autres sont en capacité de m'apporter, sur comment je veux faire, est-ce que c'est le bon moment? Parce que je pense qu'on peut tout faire dans une vie, mais pas tout en même temps. Et à partir du moment où tous ces facteurs sont réunis, après, je vois pas ce qui peut faire que vous n'allez pas y arriver. Et donc, fatalement, oui, il faut de la confiance en soi. Mais c'est dur à caractériser. Savoir à partir de quand on a vraiment confiance en soi. Et puis, on a aussi confiance en soi par rapport à l'image de ce que nous renvoient les autres. C'est-à-dire que dans une réunion comme celle-là, si quand je parle, y en a qui font... fatalement, je vais me poser des questions. Je vais me dire, mais ça les intéresse pas, elles sont pas d'accord, elles sont pas... Alors, ça veut pas dire qu'il faut toujours dire oui, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? La réponse de l'autre, ou le comportement de l'autre, va faire aussi que le fait de savoir que, par exemple, je réponds à votre question et que finalement, il y a plutôt un consensus général qui se dégage, je vais me dire, peut-être que je suis dans les attentes que l'on a de moi à ce moment-là, et ça va me donner plus confiance. Si je vois que des personnes qui me posent pas de questions, ou alors des questions vraiment hyper fermées, ou personnes qui sont pas souriantes, des personnes et qui m'écoutent pas, ou qui sont sur leur téléphone, ou qui vont faire autre chose, je vais me dire, tiens, je les intéresse pas. Et donc, de ce fait, en tout cas pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça va me questionner, et je peux perdre pied, en tout cas, je serai pas aussi à l'aise, et donc il y a ce manque de confiance qui va certainement arriver et qui m'empêchera d'aller plus loin. Donc si je vous demande quel est votre niveau de confiance sur une échelle de 1 à 5, elle va varier. Il va varier en fonction des circonstances dans lesquelles vous êtes, en fait. Oui. Enfin, en tout cas, pour moi, oui. Je peux pas vous dire, je suis à 5 sur 5 tout le temps, ça serait faux. Il y a plein de moments où je doute, il y a plein de moments, même dans une même réunion, il y a des moments où je peux commencer une réunion à 1, parce que je sais que c'est une réunion qui va être très compliquée, en tout cas que j'imagine être compliquée. Puis finalement, vous savez pas pourquoi, peut-être que la réaction d'une personne, le comportement d'une autre, va faire que il y avait un truc qui se passe que vous n'aviez pas forcément envisagé, puis finalement vous avez de l'adhésion, et puis finalement l'adhésion fait que les personnes participent, puis on finit par trouver une solution, puis oui, vous avez donc le sentiment de confiance qui remonte, et il peut aussi redescendre, c'est-à-dire que vous partez super confiant en vous disant ça, c'est sûr que ça va passer, ça va être hyper facile, puis finalement vous en avez un qui vous pose le truc, qui vous plombe, et vous dites mais c'est pas possible, puis tout dégringole. Donc oui, enfin en tout cas, mais encore une fois, c'est pas la vérité absolue, c'est ma façon d'être qui est peut-être pas du tout adaptée, hein, mais oui, c'est très fluctuant, ça va être fluctuant aussi, c'est ce que je vous disais, par rapport à des facteurs extérieurs, et notamment des facteurs personnels, familiaux. Si quand ça va pas, fatalement ça a une incidence, mais aussi sur votre caractère, sur votre bonne humeur, et sur la confiance aussi en soi. Je pensais que vous alliez me demander si j'avais confiance, sur une échelle de 1 à 5. Je dirais que oui, mais... Non, je vous taquine. Quelles qualités sportives vous ont été les plus utiles au cours de votre carrière? Alors, c'est plutôt une qualité mentale, c'est le fait de jamais rien lâcher. Qui peut aussi qui peut se retourner contre soi, hein. C'est-à-dire que vous tombez, vous vous relevez, vous arrêtez pas. Mais vous pouvez vous faire mal. Vous pouvez vous épuiser, vous pouvez épuiser les autres. Donc voilà, mais le fait de dire malgré tout, quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas, je continuerai, je baisserai pas les bras. Je pense que c'est ça qui m'a servi et qui me sert aujourd'hui au quotidien, parce que au quotidien il y a des moments où enfin la vie d'un sous-préfet c'est pas rose tous les jours. Des fois on se dit mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi j'ai fait ce métier, enfin je veux dire pourquoi je me suis embêtée à faire ce que je fais alors que quand j'étais prof de PS, franchement c'était le bonheur, quoi. J'étais à 17 heures par semaine. Là, c'est plutôt 17 heures par jour, non? C'est un peu 17 heures par jour. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui doutent d'elles-mêmes pour atteindre leur objectif? Ce que je me dis maintenant,
avec encore une fois cette expérience que j'ai vécue et le fait de me dire maintenant c'est terminé, je douterai plus enfin c'est pas que je douterai plus, mais maintenant je vais faire ce que je veux faire. Je me dis mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vois, je veux prendre un poste plus haut, plus important que celui que j'ai. Oui, je vais me poser la question, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais savoir faire? Mais finalement, moi, j'ai plus envie de vivre avec des regrets ou de me dire si j'avais su, je l'aurais fait. Si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais dit ça, je me dis maintenant j'y vais. Alors, ça veut pas dire que j'y vais, je fais n'importe quoi et je fonce la tête baissée, mais je me dis voilà, au pire, je n'y arrive pas. Admettons que je veux un poste après celui-là qui soit, on veut tous, normalement, un poste un peu plus important. Mais il y a toujours cette angoisse de prendre ce nouveau poste un peu plus important. Mais si je le fais pas, je saurais pas si je peux réussir ou pas. Et je me dis, mais vas-y, tu sais que tu peux compter sur ton travail et ta capacité à travailler. Tu peux travailler sur ton endurance à travailler, tu sais que tu vas travailler en équipe, que tu seras pas tout seul, que tu lâcheras pas. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Et si j'y arrivais pas? J'y arrive pas. Mais au moins, j'aurais pas de déception et je me dirais pas un jour, si t'avais su. Ou si j'avais su, je l'aurais quand même pris, ce poste. Ah ouais, mais vaut mieux dire, voilà, je le fais, et de dire, même si ça peut faire mal à un moment donné, j'ai pas réussi. Ce qui est intéressant après, mais là c'est de la résilience, c'est plusieurs moments après pourquoi j'ai pas réussi, pour pas que ça se reproduise. Mais j'ai envie de vous dire, mais posez-vous toujours la question de qu'est-ce qui va se passer si vous n'y arrivez pas? On va pas vous couper un bras, on va pas vous couper une jambe, on va pas vous enlever votre poste, on va pas vous enlever votre salaire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous de négatif, mis à part le fait que voilà, vous n'aurez pas réussi, mais vous aurez eu au moins la prétention de vouloir exister et de vouloir faire ce que vous vouliez faire. Et de dire après, avoir l'honnêteté de dire, ouais, j'ai pas réussi, mais j'ai pas réussi parce que, pour ça, vous n'arriverez pas à trouver les solutions de suite, généralement, parce qu'il faut une petite acceptation quand même de l'échec et mais après, ça mûrit, puis après, vous finissez par comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi et ça vous aide après dans le prochain projet que vous aurez. En tout cas, c'est ma façon de réfléchir maintenant, qui est encore une fois qu'assez récente. Parce que avant tout ça, j'étais effectivement très en retrait en me disant et si je n'y arrive pas. Vous voyez, c'est un peu comme on en discutait un petit peu ensemble quand on s'est présenté. C'est un peu comme à l'école. Les élèves français, quand ils passent des évaluations, les évaluations de PISA ou de Pearls en français et en mathématiques, la spécificité des élèves français par rapport aux autres élèves des autres pays, c'est que quand ils savent pas, ils ne répondent pas. Ils préfèrent ne pas répondre plutôt que de se tromper. C'est-à-dire que dès notre plus jeune enfance et dans le système scolaire, et encore une fois, c'est pas une critique du système scolaire, mais c'est comme ça, la place de l'échec, la place de l'erreur, en fait, il n'y a pas de place à l'erreur. Et donc, on préfère ne pas faire pour ne pas se tromper. On préfère ne pas répondre à une question plutôt que éventuellement d'avoir bon. Oui, mais si jamais j'ai faux. Oui, mais si jamais t'as bon. Et ça, je pense qu'on nous l'inculque, mais depuis le plus jeune âge. On recherche pas, et on met pas en avant ce que l'on sait, on va mettre en avant ce que l'on sait pas. Quand vous faites une dictée, quand les gamins, pour certains c'est un peu récent, pour d'autres c'est un peu moins récent, quand on fait des dictées, et que vous avez un 15 sur 20, on n'évalue pas ce que vous savez. On évalue le nombre d'erreurs que vous avez fait. Et donc, c'est un échec, en fait. On évalue votre échec, votre taux d'échec. Il est grand ou il est fort, selon la note que vous avez. Et tout ça, quand j'étais inspectrice et que je corrigeais je corrigeais les épreuves de maths, donc des futurs professeurs des écoles qui se présentaient, et on avait un barème de notes. Et en fait, on devait mettre jusqu'à -1 ou -2 quand il y avait des fautes d'orthographe. On devait mettre -1 quand le théorème de machin n'était pas évoqué. Vous voyez ? C'est-à-dire on donnait pas des points par rapport à ce que savait le candidat, on enlevait des points par rapport à ce qu'il mettait pas. Et c'est cette place-là, cette place de l'erreur qui, parce que on nous apprend qu'il faut pas se tromper, que l'erreur n'est pas bonne, quelque part dans la vie après d'adulte, dans la vie professionnelle, on a cette même peur. Je tente pas tel concours ou je tente pas tel poste parce que on sait jamais si jamais je me trompais et si jamais c'était pas la bonne voie. Si c'est pas la bonne voie, c'est pas grave. Vous retournerez là où vous étiez avant. Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut beaucoup relativiser et je pense qu'on se met beaucoup de barrières
On se met beaucoup d'obstacles soi-même et que notre plus grand ennemi parfois c'est nous-mêmes. Et d'où la confiance en soi, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que si vous avez confiance en vous, justement, vous repoussez cette limite-là et ça vous permet peut-être d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus importante. Quelle est votre définition de l'ambition ? Alors, l'ambition, c'est pas de la prétention. Je donne un exemple, moi j'ai l'ambition d'être préfète. Je prétends pas avoir la capacité d'être préfète. Si on estime qu'à un moment donné, je n'ai pas les capacités d'être préfète, je ne serai pas préfète. Mais mon objectif, l'objectif que je me fixe aujourd'hui, donc quand j'ai commencé dans le corps préfectoral, c'était déjà de passer mon premier poste. Hein. Mais déjà en tête, c'était je travaille pas pour travailler. Je pense qu'il y a personne ici autour de la table qui passe des heures et des heures et des heures parce que faut passer des heures et des heures. On a tous plein de choses à faire. Donc on a tous plus ou moins, de façon avouée ou inavouée, des rêves ou des ambitions ou des choses en tête. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas parce que vous savez pas quoi faire. C'est pas parce qu'on vous y a forcé. C'est parce que quelque part vous attendez. Soit parce que c'est très concret dans votre tête, vous le savez, soit parce que vous savez pas trop, soit parce que vous voulez pas avouer à tout le monde, ou parfois vous avouez à vous-même, mais c'est normal. Donc l'ambition pour moi, c'est de toujours vouloir aller plus loin, mais surtout aller plus loin dans ce que vous acceptez de faire avec les limites que vous vous imposez aussi de faire. C'est-à-dire que je veux être préfète, mais je n'accepterai pas l'intolérable pour être préfète. Je rebondis sur votre propos, vous dites que vous avez l'ambition d'être préfète. Est-ce que, en vous rasant le matin, pour reprendre une célèbre expression, vous avez d'autres ambitions que celle d'être préfète ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous animent ? Comment vous dire ? J'ai un fonctionnement peut-être un peu particulier qui peut ne pas être partagé. Vous voyez, quand j'étais... je refais juste un petit bond en arrière, puis je répondrai à votre question. Quand j'étais en équipe de France et que on s'est qualifié pour les Jeux, il n'y avait plus rien d'autre qui comptait pour moi. Je me levais pour faire les Jeux, et je me couchais pour aller faire les Jeux, et je n'avais aucune autre ambition. Parce que j'étais incapable d'avoir une autre ambition, parce que j'étais tellement absorbée par ce que je faisais que je ne pouvais pas regarder ailleurs. Il y a encore quelques temps, quand j'étais sous-préfète, c'était... j'ai cette ambition d'être préfète. Et donc, je me lève pour être préfète, et quand je me couche, je suis fatiguée, mais je sais que c'est pour être préfète et que j'ai avancé d'un quart de millimètre dans la journée qui m'emmène vers le but ultime. Aujourd'hui, parce que, alors, je suis pas plus vieille que ma grand-mère, mais j'ai 47 ans. J'ai encore, avec l'âge de la retraite, maintenant, une petite vingtaine d'années à travailler. Je me dis, mais il y avait peut-être un peu plus de recul sur la vie. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment ? Qu'est-ce qui compte vraiment, au fond ? Et c'est là où, oui, je me pose beaucoup plus de questions maintenant. Parce que finalement, je passe énormément de temps dans mon travail. Tellement que je vois pas beaucoup ma famille, je vois très peu mes amis, parce qu'il y a des choix à faire. Parce qu'à un moment donné, je suis entre... Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette configuration-là aujourd'hui. Je suis entre 70 et 80 heures par semaine. J'ai pas le temps. Moi, ma famille, elle est à 750 km. Si je veux y retourner, je peux pas y aller un week-end. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai fait des choix de vie. Et aujourd'hui, je me questionne sur vraiment mes choix de vie parce que les situations évoluent, parce que la situation familiale évolue, parce que vous dites, mais ouais, finalement, tout ça pourquoi ? Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est peut-être, je sais pas, l'âge qui veut ça, ou la période qui veut que je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut continuer à viser l'excellence tout en se conservant quand même un minima une vie privée, une vie familiale et ça, c'est des questions qui aujourd'hui me taraudent beaucoup et je n'ai pas la réponse. Donc, Sabine Lardillet, je suis responsable du pôle ressources humaines à l'Adréal des Hauts-de-France. Je vous propose maintenant d'aborder justement le sujet de la conciliation de votre vie personnelle avec votre vie professionnelle. Votre ascension a-t-elle nécessité des sacrifices ? Oui. Oui, ça a valu mon couple, ouais. Parce que sous-préfet, vous bougez entre tous les 2 à 3 ans. Et 2 à 3 ans, ça va vite. Et que
Et en plus, nous, dans notre façon d'être nommés, on vous appelle du jour au lendemain. Je suis arrivée à un peu plus de 2 ans et demi. Je sais que ça va pas tarder. On peut vous appeler n'importe quand. On vous dit, on a pensé à un truc pour toi, tu vas voir, ça va être vachement bien, c'est à tel endroit. On vous dit pas, est-ce que ça vous plaît? On dit, c'est à tel endroit. Ok, dans 3 semaines. Alors, quand vous êtes en couple avec des enfants, bah, soit tout le monde suit, hein, c'est comme si vous rentriez chez vous, puis ce soir vous dites, tiens mon chéri, dans 3 semaines on est à Marseille. Ouais, super. Tu fais quoi? Tu viens pas? Tu peux venir? Comment on fait avec les enfants? Enfin, oui, c'est compliqué. Moi, il se trouve que j'ai pas d'enfants, mais c'est poser cette question-là dans mon couple, où il faut que l'autre suive. Et ça reste quand même, malgré tout, c'est pas dans ce milieu-là, mais ça reste encore... on est dans une société encore très caricaturale. C'est-à-dire que autant on comprend facilement que la femme suive la carrière du mari. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de femmes sous-préfets et de femmes préfètes à la maison, ou alors beaucoup de célibat géographique, parce que soit on a des femmes qui veulent pas suivre leur conjoint parce qu'elles veulent aussi s'épanouir dans leur métier, et donc on est sur du célibat géographique, soit elles suivent, et alors soit elles ont la chance d'avoir un travail où vous pouvez travailler de chez vous, etc., mais enfin c'est pas donné à tout le monde, c'est pas sur tous les postes. Par contre, l'inverse est beaucoup plus compliqué. Je connais peu d'hommes qui suivent leurs femmes en disant, mais c'est pas grave chérie, je vais m'occuper des enfants, je t'en prie, va travailler, je ferai à manger. Mais c'est très compliqué, oui, pour asseoir une vie familiale posée. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Moi j'ai des collègues qui on n'est pas tous célibataires et en célibat mais géographique, hein, dans le corps préfectoral, je vous rassure. Mais il y a dans quelques situations, oui, des couples qui peuvent ne pas tenir parce que il faut que les deux arrivent à pouvoir bouger, généralement en même temps. Même si maintenant au ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, hein, pour essayer d'avoir des mutations au moins dans la même région 2 fois de suite, ce qui veut dire que pendant 4-5 ans, vous arrivez dans la même région. Mais enfin, prenez la région Hauts-de-France, c'est grand, hein, la région Hauts-de-France. Hein. C'est pas dire que parce que vous êtes dans la même région, vous allez rentrer tous les jours. Donc oui, c'est un des points sur lesquels il faut vraiment réfléchir quand on embrasse cette carrière-là. Comme vous venez de le dire, la mobilité géographique est inhérente à votre fonction. Je comprends de ce que vous venez de nous dire que vous l'avez vécu plutôt comme une liberté que comme une contrainte. Liberté quand vous n'avez pas forcément une charge familiale, c'est plus facile. Ou quand voilà, vous avez une histoire qui débouche pas forcément sur quelque chose avec une famille, des enfants, etc. Pour moi aujourd'hui, je le vis facilement. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça l'est actuellement. Peut-être que ça le sera pas demain. Mais je sais que pour beaucoup, en tout cas, ce sont des questions qui sont quasi primordiales et essentielles, encore une fois, soit pour rentrer dans la fonction, soit pour savoir si on continue ou pas dans cette profession. Paris, Ambert, Reims ou encore Avesnes-sur-Helpe, votre parcours vous a amené à exercer dans différentes villes et régions. Quelle est celle qui vous a le plus marqué et pourquoi? Elles m'ont toutes marqué, vraiment. J'ai fait les 3 grandes fonctions de sous-préfet, hein, secrétaire générale de la préfecture, directrice de cabinet et sous-préfète d'arrondissement. J'ai fait ma mobilité centrale aussi à Logne, à la DRH du ministère. Je me suis vraiment plu sur chacun des postes, je me suis plu dans chacune des régions, parce que aussi je partais du principe que peu importe où je serais bien. C'est-à-dire que je me suis pas fixé un objectif en disant si je suis pas par exemple dans le Lot-et-Garonne, tout ce qu'on me proposera ça sera pas bien. Je pense qu'il faut accepter
l'endroit où vous allez être et d'accepter que si vous avez décidé d'être heureuse à cet endroit-là, vous le serez. Et que si vous vivez avec l'idée de dire je suis pas dans la région que je souhaitais, donc forcément c'est pas bien, alors vous allez mal vivre le poste. Et finalement, on s'aperçoit que toutes les régions sont belles en France, même si c'est la Bretagne qui est la région la plus belle, mais toutes les régions sont belles, et peu importe, en tout cas c'est dans ma philosophie de vie, peu importe où je suis, où j'ai été, où je suis aujourd'hui et où je serai, il faut être bien dans sa tête, et pour être bien dans sa tête, il faut accepter là où vous êtes. Après, j'ai aimé mes postes, mais pour des raisons différentes, parce que les missions étaient différentes. Si j'avais malgré tout un classement, c'est ce poste-là, parce que le pacte SAT, le pacte Sambrois-Vénois-Thiérache, a vraiment été une révélation, pas pour moi, mais pour le territoire. Et que je sais, alors l'idée c'est qu'on ait un pacte 3, et on va y travailler, mais je sais que ça va marquer le territoire pour les années qui viennent. Et même si dans les autres postes, j'ai pu faire des projets, j'ai pu participer à des mises en œuvre de projets, ce pacte-là, ce pacte SAT, ce pacte 2, j'en suis à l'origine avec d'autres, parce que c'est moi qui l'ai piloté, mais j'étais pas toute seule. Mais c'est surtout qu'on voit les effets aujourd'hui. C'est sur les 3 ans, quand on regarde ce que l'État va mettre sur 3 ans, plus ce que vont mettre le département et la région et les collectivités, c'est 200 millions qui vont être injectés sur 3 ans. C'est inédit, ça s'est jamais vu, mais ça permet aussi de sortir des projets qui ne seraient jamais sortis. Ça permet de répondre à des besoins de la population qu'ils n'auraient jamais pu avoir s'il n'y avait pas eu ce pacte. Et quand on voit les gens dire et commencer à reconnaître que grâce à ça, leur vie évolue un tout petit peu et un petit peu mieux, oui, c'est une véritable fierté. Et comment faites-vous aujourd'hui en tant que sous-préfète pour concilier votre vie professionnelle avec votre vie personnelle? C'est pas simple. Pas simple parce que les journées, elles font 24 heures. Pour tout le monde, mais d'ailleurs. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis arrivée à un moment où je me suis beaucoup donnée dans ce que j'ai fait. Beaucoup quand j'étais inspectrice, beaucoup quand j'étais après sportive, beaucoup au début de ma carrière de sous-préfète et encore aujourd'hui. Sauf que voilà, j'ai aussi envie de m'accomplir autrement et ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis dans une phase un peu, non pas de doute, mais de questionnement sur comment faire pour pouvoir concilier les deux. Parce que je pense qu'il faut concilier les deux. Si on veut être équilibré, si on veut aller loin durablement, ce que je vous disais, pour avoir confiance, faut être bien dans sa tête et dans son corps, et même pour pouvoir aller loin dans la durée, je pense qu'il faut être accompli sur pas que sur le plan professionnel. Et justement, est-ce que votre vie personnelle présente des appuis ou des freins à votre ambition? Ça fait poser des questions. Fatalement. Alors, à un moment donné, je me dis aussi que je vous dis, je suis entre 70 et 80 heures par semaine, semaine. Même quand on est préfet, on sera jamais à 200 heures par semaine. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste être humain. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on peut, en travaillant différemment, certainement, on peut peut-être continuer à avoir d'autres choses à côté, tout en restant dans ces 70-80 heures. Concernant votre rapport au sport et au loisir, vous nous avez dit n'avoir plus le temps de faire du sport, mais est-ce qu'il vous arrive quand même de vous accorder un peu de temps libre? Et si oui, quels sont vos hobbies? Oui, j'ai besoin d'abord quand il fait beau, ce qui est toujours le cas ici, c'est soit je suis proche de la mer et alors je vais à la mer parce que pour moi c'est vital. Le simple fait de me balader le long de la plage, c'est une forme d'évasion. Si je suis au bord de l'eau, je
vais sur l'eau, ça c'est sûr. Je prends le kayak et je vais sur l'eau, et ça c'est important. Quand je suis dans un territoire où je suis pas proche de la mer, comme Avesnes-sur-Helpe, il y a pas Avesnes-Plage, mais j'ai la forêt, et donc voilà. Mais j'ai besoin de grands espaces. Le poste que j'ai le moins aimé, c'est quand j'étais en région parisienne, quand j'ai fait ma mobilité centrale à la DRH du ministère de l'Intérieur, qui est un peu le passage obligatoire, non pas à la DRH du ministère, mais le fait d'être en mobilité centrale si vous voulez avoir une carrière complète. Le métro, ça c'est pas mon truc. Donc voilà, j'ai vraiment besoin d'un moment donné d'espace, et d'ailleurs voilà, quand Lille c'est bien, mais quand je rentre sur Avesnes, je suis bien. Est-ce qu'il vous arrive d'être sollicité par des citoyens pendant votre temps libre ? Ce qui est compliqué aussi quand on est sous-préfet d'arrondissement, c'est que c'est compliqué d'avoir une vie privée. C'est-à-dire que vous allez faire vos courses, fatalement vous êtes connu sur un territoire. Mais ça va jusqu'à... faut toujours faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à comment vous êtes habillé. Oui, quand je vais me promener en forêt, et quand on est en plein été, qu'il fait chaud, je suis en short. Et ben on va dire, waouh, on a vu la sous-préfète en short. Ouais, super. Bah ouais, la sous-préfète, elle peut se mettre en short. Mais ça, on a l'impression que dans la tête des gens, c'est pas possible. Tout comme je dis, je suis en maillot de bain quand je suis sur la plage l'été. Enfin, vous voyez, je pense que j'ai pas un week-end à moi. Et quand on est sous-préfet d'arrondissement, de toute façon, vous êtes toujours invité à des inaugurations, à des fêtes, à une brocante, à un triathlon. Puis alors puis comme vous savez pas dire non, bah fatalement, voilà, c'est rare, c'est très très rare quand j'ai. Je ne crois pas me souvenir que j'ai eu un week-end entier, c'est-à-dire samedi et dimanche. Puis en plus, il y a des week-ends où on est de permanence et des week-ends où on est d'astreinte. Donc là, c'est pas compliqué. Vous travaillez les 48 heures et vous sortez pas de chez vous. Mais hors période d'astreinte et de permanence, vous êtes toujours... il y a toujours un truc. Alors c'est bien, hein, c'est super intéressant parce qu'en plus c'est très sympa. Vous êtes invité un peu partout. Mais vous êtes toujours en représentation en fait, voilà. Et vous pouvez pas arriver en survêtement, ou même en short, quoi. Enfin, vous voyez. Et donc faut toujours, oui. Et ça peut finir par peser. C'est-à-dire que vous allez chercher votre pain à la boulangerie le samedi. Bon, moi j'ai pas besoin d'être beaucoup coiffée, mais et ben voilà, vous y allez en survêt, on va dire, hein, on a vu le préfète en survêtement, bah ouais. C'est ce côté, ouais, peut être pesant. Beaucoup moins quand on est en région parisienne, parce que là en région parisienne vous n'êtes absolument pas connu, vous êtes un numéro, et alors ça par contre ça m'allait très bien. Et pour revenir au sport, en tant qu'athlète olympique, est-ce que vous êtes impliqué de près ou de loin à la préparation au JO 2024 ? Alors, je n'ai pas voulu. À un moment donné, on m'avait fait on m'avait fait un peu de pied pour aller pour faire partie de l'organisation des Jeux sur Paris. Je n'ai pas voulu parce que moi j'ai vécu les jeux de l'intérieur, enfin j'ai vécu les jeux en tant que sportive, donc j'ai vécu cet aspect magique à la fois du village olympique, alors évidemment c'est hyper sérieux pendant la compétition. Alors il se trouve que nous on a eu cette chance d'avoir la compétition la première semaine des Jeux, ce qui a fait qu'on a pu profiter complètement de la seconde. Et là, c'est le rêve, c'est magique. J'ai pas forcément envie de casser cette image-là parce que je veux garder cette image-là. Je veux pas, parce que je sais qu'en termes de sécurité, on commence déjà. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on commence à préparer les Jeux de Paris. Je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre cet aspect-là qui quand on l'a vécu comme sportif, je veux pas enlever cette image de magie parce que c'est loin d'être de la magie par derrière. L'organisation, c'est sur un plan sportif, enfin sur un plan, excusez-moi, sécuritaire. C'est hyper intéressant, ça doit être hyper intéressant, mais j'ai pas envie de
connaître ça justement parce que j'ai fait les jeux de l'autre côté. Solveig Van Lier, assistante administrative au bureau du dialogue social et des instances du rectorat. Votre parcours est marqué par le volontarisme. Croyez-vous que tout puisse être obtenu à force de travail ? Le travail ne fait pas tout. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez une part de chance aussi qui peut jouer. Vous avez votre entourage qui peut vous aider. Il suffit pas uniquement de vouloir pour faire. Ça serait trop facile. Vouloir, c'est pas la seule façon. Par contre, c'est ce que vous maîtrisez. Je maîtrise pas le côté chance. Je le minore pas non plus parce que je pense que il y a des concours de circonstances qui font que vous pouvez arriver au bon moment, vous pouvez rencontrer la bonne personne. C'était pas prévu, ça se passe comme ça. Ça fait partie du parcours, ça fait partie de la vie. Et ça, vous le maîtrisez pas par définition, puisque ça vous arrive sans que vous l'ayez demandé. Votre entourage, vous le maîtrisez plus ou moins. Par contre, la volonté que vous allez mettre, ça, vous savez ce que vous êtes en capacité. Et donc, c'est pour ça que je dis que la volonté, c'est ce qui peut permettre de dépasser un cap, parce que c'est ce que vous maîtrisez. Mais c'est pas la seule chose pour aller au bout de ses ambitions. Vous avez prononcé le mot intolérable. Quelles limites posez-vous à votre engagement envers l'État ? Je ne peux pas accepter que, au nom de il faut aller au plus loin, on va pas respecter les gens, on va les humilier, on va les pousser à bout parce qu'il faut retirer le maximum de ça. Je me refuse à faire ça. Comme je refuserais qu'on me parle mal parce que je ne suis que sous-préfète. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a le respect, et on doit le respect à chacun. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le respect uniquement à son supérieur hiérarchique. Moi, j'ai autant de respect pour un catégorie C que pour mon préfet. Je veux pas que l'agent de catégorie C me manque de respect, parce que moi, je lui en manquerai pas. Mais je veux pas non plus que mon préfet me manque de respect, parce que moi, je lui en manque pas non plus. Enfin, vous voyez, c'est réciproque. Donc oui, il y a des choses sur lesquelles, comme ça, je passerai pas. Et je n'accepterai pas de certaines choses, d'être humiliée ou de choses comme ça pour me dire, tiens bon, serre les dents, mais tu verras un jour, tu seras préfète. Ouais. Non, ça non. Vous sentez-vous force de changement dans vos fonctions actuelles ? Je crois que vraiment, grâce au pacte, je reviens sur ce pacte, si vous l'avez pas lu, je vous engage à le faire. C'est quand même 47 pages, mais je crois qu'on a réussi, mais tous ensemble, parce que ça a vraiment été un document qui a été fait pour le territoire, par le territoire, avec les élus du territoire. Et c'est pour ça que ce contrat marche. C'est parce que c'est pas l'État qui, à un moment donné, a décidé que sur ce territoire, on mènerait telle ou telle politique publique. C'est parce que le territoire a décidé que ce qui était bon pour lui, c'était tel et tel projet. Et donc, ils se sont véritablement pris de ce contrat. Et tous ensemble, on a fait en sorte que, oui, il y a une transformation du territoire qui n'est pas encore achevée, qui n'est pas encore terminée, on est parti de loin. C'est un territoire qui, pendant des années, a complètement été mis de côté. C'est un territoire qu'il va falloir reconstruire. Ça va prendre du temps, mais il y a une dynamique qui aujourd'hui est impulsée. Et franchement, le fait d'avoir participé à ce projet depuis le début, en tout cas, moi, je suis arrivée avec le pacte 2, c'est vraiment une fierté, parce que ça m'a beaucoup appris sur un plan professionnel, mais c'est surtout que ça a permis de mettre une dynamique dans ce territoire, à faire en sorte que les élus soient soudés, peu importe le parti politique. Et en tant que force motrice, est-ce que vous êtes satisfaite de la marge de manœuvre dont vous disposez ? Sur ce dossier-là, j'ai eu une marge de manœuvre totale. C'est-à-dire que je suis arrivée en octobre 2020 avec le préfet Lalande, pour ceux qui l'ont connu, et il m'a dit, Corinne, c'est pas compliqué, il y a eu un pacte 1, il faut que le pacte 2 soit beaucoup plus ambitieux, on va aller chercher des enveloppes financières qu'on n'avait pas dans le pacte 1, et en gros, il faut que ça sorte. Et c'était mon mandat. J'avais pas de fil directeur, même si après il y avait beaucoup de remontées d'informations, d'échanges, etc. Mais on m'a totalement laissé libre
parce que je pense qu'il y a eu aussi un lien de confiance qui s'est créé assez rapidement avec le préfet et avec les élus, de mener ce projet comme il est mené aujourd'hui. C'est-à-dire que il y aurait eu un autre sous-préfet, le pacte 2 aurait été totalement différent. Il n'aurait pas été moins bien, hein, mais il aurait peut-être été mieux, mais on m'a pas dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et c'est vrai que généralement en tant que sous-préfet, on va nous donner les grands objectifs, et après charge à nous de les décliner comme on souhaite dans notre arrondissement, par rapport d'abord aux caractéristiques de notre arrondissement, parce que l'arrondissement d'Avesnes, c'est pas l'arrondissement de Valenciennes, c'est pas l'arrondissement de Cambrai, de Douai ou de Lille ou de Dunkerque. On a des spécificités. Et puis aussi par rapport à ce que nous sommes, nous, en tant que sous-préfet, par rapport à nos qualités, à nos faiblesses, à nos ressources, par rapport à ce qu'on est en tant qu'individu. Et c'est ça qui est en fait hyper intéressant, c'est que on ne fait pas que appliquer, on met en œuvre, mais quelque part avec notre spécificité. Individu, d'ailleurs, vous pensez être perçu davantage comme une personne ou comme une fonction? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'elle se pose beaucoup en ce moment, sans trahir beaucoup de secrets. Je vous ai dit qu'un sous-préfet restait entre 2 et 3 ans. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis là. Donc, fatalement, il y a beaucoup de bruit qui court sur le territoire. Et le pacte 2 a toujours été mis en avant comme étant une énorme réussite. Et l'idée, c'est d'aller vers un pacte 3. Et moi, j'ai beaucoup d'élus qui me disent, mais non, mais vous allez rester pour est-ce qu'il faut sortir le pacte 3? Donc, vous savez pas, en fait, si on vous demande de rester parce qu'ils savent que vous allez vous impliquer de par votre fonction dans ce nouveau pacte au service du territoire et que ça va leur servir, ou si on vous demande de rester parce que quelque part, ils apprécient votre personnalité. Donc, effectivement, est-ce qu'on s'adresse à la personne? Est-ce qu'on s'adresse à la fonction? Je pense qu'il y a un peu des deux. Et c'est là où c'est compliqué peut-être dans nos fonctions, c'est que on a du mal aussi en tout cas moi j'ai du mal à créer du lien avec les personnes qui sont sur mon territoire parce que vous savez jamais vraiment quoi on vient vers vous. Est-ce qu'on vient vers vous alors quand c'est en pleine semaine et qu'on vous demande un rendez-vous pour un projet, vous savez bien que c'est par rapport à votre fonction. Mais quand on vous dit on fait un dîner samedi soir, la question en tout cas se pose. Alors moi j'y réponds, je suis très claire, c'est non. Des déjeuners de travail, etc., des participations à des inaugurations, des choses comme ça. Mais dans des moments conviviaux, un samedi soir, je suis obligée de dire non. Parce que à un moment donné, je ne sais plus où sera la différence entre la sous-préfète et la femme. Et si moi, en tout cas, je fais la différence, est-ce que tout le monde autour de la table sera capable de faire cette différence? Je n'en sais rien. Ah ben, vous savez dire non, alors. Parce que tout à l'heure, vous disiez, je ne sais pas dire non. Alors, je ne sais pas dire non sur les inaugurations, les invitations dites officielles, c'est-à-dire celles où, vous allez inaugurer une école, un chantier, vous allez assister à un concert de machin. Mais sur les moments festifs, conviviaux, encore une fois, si c'est après une réunion, ça me pose absolument pas de problème. Si c'est un soir avec plusieurs élus autour de la table, simplement pour parler de la pluie et du beau temps, ça peut être clair pour moi, mais vous savez jamais comment c'est interprété de l'autre côté. Encore quelques petites interrogations sur votre parcours professionnel. Si vous aviez la possibilité de le refaire, que changeriez-vous si tant est que vous ayez la volonté, évidemment l'envie de changer quelque chose? J'ai pas envie de me dire et si c'était à refaire. Non, j'ai pas envie parce que ça pourrait remettre tout en question. Et que je me dis que c'est suffisamment en ce moment il y a suffisamment de questions pour déjà traiter l'avenir et ce qui va arriver. Mais oui, peut-être qu'un jour je me poserai cette question-là, mais ça sera peut-être plus tard. Et auriez-vous envie de découvrir d'autres ministères, d'autres horizons autres que la préfectorale, si l'accès à la poste de préfet se présentait pas, éventuellement? Se présentait pas ou se présentait même. On va être clair, j'ai 20 ans à travailler encore. J'ai envie de dire, même si le poste de préfet se présentait rapidement,
20 ans préfet, c'est long aussi. Ça veut dire entre 6 et 7 postes. Alors bon, préfet d'un petit département, préfet d'un moyen département, préfet d'un grand département, enfin ça fait que 3 postes. Préfet d'un très gros département, puis préfet de région, mais à un moment donné... donc je n'exclus absolument rien. C'est pour ça que je vous dis que peut-être que ma carrière, on se revoit dans 5 ans, je serai plus à l'intérieur, je serai peut-être dans un autre ministère. Maintenant que j'ai franchi une première fois le pas, ce qui a été compliqué pour moi, c'est de passer de l'éducation nationale à l'intérieur. Non pas parce que c'était l'intérieur, mais c'était de dire, je vais dans l'inconnu, ma voie était toute tracée, je coupe tout avec ce qui était prévu. Et quelque part, je pense qu'il faut abandonner l'idée qu'aujourd'hui on fera qu'un seul métier ou on appartiendra qu'à un seul ministère. On fera plusieurs métiers dans nos vies. L'heure où nos grands-parents rentraient à l'usine à 16 ans et en sortaient en faisant exactement la même chose ou en ayant progressé à l'interne, je pense que ça c'est un modèle qui est complètement dépassé, qui est révolu. Il faut accepter d'embrasser plusieurs carrières et parfois dans plusieurs ministères. Je pense que le plus dur, c'est la première fois où vous faites cette bascule, parce que quelque part, c'est le saut dans le néant. Puis quand vous apercevez que finalement, ça se passe bien, c'est complètement autre chose. Il faut pas essayer de dire je vais faire comme avant, puisque c'est plus la situation d'avant. Mais il faut juste s'adapter à la situation que vous avez au moment où vous êtes. Et en tout cas, moi, je ne m'interdis absolument rien. Quelle est votre plus belle réussite dans votre parcours professionnel ? C'est une somme de réussites. C'est-à-dire que quand j'étais prof de PS, je me souviens d'une élève que personne ne voulait voir, qui était que plus aucun enseignant acceptait parce que c'était pas facile. C'était un peu la terreur de la classe qui voulait jouer en plus un rôle. Et qui était par principe opposé à tout, surtout au monde adulte, encore plus à ce qu'il pouvait représenter de l'autorité, faisant l'inverse de ce qu'on lui demandait. Enfin bref, on a tous eu, on n'a peut-être pas tous été comme ça, mais on a tous eu des camarades comme ça à l'école. Et tout simplement parce que finalement, elle n'avait pas confiance en elle. Et que son comportement, elle avait ce comportement-là pour cacher un manque de confiance énorme. Et je pense que quand on est prof de PS, on voit les élèves de manière différente. C'est-à-dire qu'on voit pas simplement un tronc et une tête. On voit l'élève dans sa totalité, mais on le voit aussi évoluer. On le voit avec les autres. On le voit sur son sentiment de compétence, sur ce qu'il ressent, et quelque part, j'ai réussi à rentrer en communication pour qu'à la fin de l'année, elle vienne me voir en disant vous êtes la seule qui m'ayez franchement compris. Ou finalement, elle arrivait à non pas rentrer dans le moule, mais elle arrivait à avoir une autre attitude que dans les autres cours. Et là, je me dis, mais si à un moment donné, j'ai pu lui faire comprendre que c'était quelqu'un de bien et qu'elle valait autant que les autres et que si j'ai pu apporter que ça, j'ai pas perdu mon temps. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui me marque. Et pourtant, ça date, parce que j'ai eu mon CAPEPS en 98. Cette histoire, elle date de 99. Donc, mais pourtant, alors, je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais d'ailleurs, ça aurait vraiment été marrant de savoir. Mais de faire comprendre à quelqu'un que finalement, rien n'est perdu, rien n'est joué, que il a ou elle a plein de choses en elle de bien qu'il faut peut-être enlever les barrières et je pense que c'est notre rôle. En tout cas, moi, ça a été en tant que prof de PS, ça a été une grande satisfaction, même si je pense qu'elle a jamais dû faire les jeux parce qu'elle avait pas du tout le profil pour faire du sport, mais à la limite, on s'en fiche et c'est bien pour ça qu'on n'est pas prof de sport, mais qu'on est prof de PS. Donc, on arrive au terme de cet entretien. Je vais demander à Émilie de nous dire ce qu'on retient d'essentiel suite à cet échange. Madame la sous-préfète, nous vous remercions et je vous remercie au nom de mes camarades de promotion pour le temps et l'attention que vous avez accordé à notre démarche et puis à toutes ces questions que nous vous avons posées.
Pour ma part, je retiens à titre de conclusion le parcours d'une femme nourrie d'une profonde humanité, forgée par le sport et toutes ses valeurs, nourrie aussi d'un fort esprit de compétition qui a su vous mener loin et je pense au-delà même de ce que vous espériez ou escomptiez. Ceci vous a de ce fait amené aussi à avoir une ténacité qui vous a fait rebondir dans les épreuves que vous avez pu rencontrer au cours de votre vie. Et cette ténacité est aussi une force pour les territoires au sein desquels vous exercez. Votre présence et votre ouverture d'esprit auprès des citoyens que vous côtoyez, des élus, fait aujourd'hui que vous avez des accomplissements certains pour le territoire dans lequel vous êtes. Donc tout ce récit que vous avez pu nous faire nous a permis de déceler une partie de la femme que vous êtes au-delà de la fonction. Et nous vous remercions vraiment pour cette humilité que vous avez partagée avec nous et le temps consacré. Ce sont autant d'éléments inspirants pour chacune d'entre nous, je pense. Et pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'IRA de Lille et la PFRH des Hauts-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux participantes de ce parcours de formation dont vous avez pu entendre les questions. Magali Beaumont, Anaïs Bonnier, Julie Dupage, Sabine Lardillier, Marie Martel, Héloïse Muscat, Émilie Renoir et Solveig Van Lierde. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance que je remercie également.